Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Vous allez voir pourquoi. Si vous suivez ce podcast attentivement, vous avez peut-être remarqué un petit trou, un creux, début août, avec un certain nombre d'épisodes manquants. C'est-à-dire qu'habituellement, je sortais 3 épisodes par semaine, 2 capsules, et un épisode un peu plus long le mardi. Et à partir de début août, déjà à partir de fin juillet, l'épisode du mardi avait sauté, et à partir de début août, il y a eu un petit trou dans les capsules également. Le but de cet épisode est de vous expliquer pourquoi, parce que je considère que c'est une explication que je vous dois, surtout sachant que je ne l'avais pas prévu, ce trou. Je n'aurais eu aucun scrupule, honnêtement, à faire une pause dans le podcast au moment des vacances d'été. Beaucoup de podcasts le font, c'est parfaitement naturel. La raison pour laquelle je n'avais pas prévu de le faire est que le podcast est encore jeune. Il date de fin avril. Et je n'avais pas envie d'interrompre l'élan qui avait été pris par le podcast durant ces quelques mois. Malgré tout, je n'ai pas pu tenir le rythme et j'ai donc dû faire cette pause. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc je n'ai pas pu vous prévenir en amont. Ce que j'aurais fait bien évidemment si ce creux avait été anticipé et prévu. Par ailleurs, dans ce podcast, je vais partager des choses très personnelles au cas où d'autres parmi vous pourraient s'y reconnaître, reconnaître certains signaux et peut-être faire attention à elles-mêmes. Sachez toutefois que je n'attends ni pitié ni empathie. Je vais vous parler non pas de burn-out, mais de quelque chose qui était à la limite du burn-out. Donc, même si ça va vous paraître peut-être un peu paradoxal, même si, par gentillesse, vous souhaitez m'envoyer un message de sympathie ou d'empathie, en fait, je vous serais très reconnaissante de ne pas le faire. Si vous faites partie de mes stagiaires, je sais combien vous êtes adorable avec moi à chaque fois. Mais sachez que recevoir des mails comme ça d'empathie ou de sympathie ou recevoir des messages, je me sentirais forcée d'y répondre. Et en fait, ça deviendrait une nouvelle tâche assez insurmontable en ce moment à accomplir alors que je reprends tout juste pied. Et au final, même si ça partirait d'une très bonne intention, ça ne serait pas l'idéal. Autre gros avertissement, je ne recherche pas par ce podcast des conseils sur la façon de gérer tout ce qui m'est arrivé, sur la façon de prendre soin de moi ou pas, parce que j'ai des solutions. Je suis en train d'essayer différentes choses, et ces choses doivent venir de moi. Alors voilà, cet avertissement va vous paraître peut-être un peu bizarre tant que vous n'avez pas écouté la suite du podcast, mais je le rappellerai à la fin. Cet épisode n'a pas pour but de m'attirer votre sympathie ou de... Vous savez, on voit de plus en plus des témoignages de personnes qui se rendent vulnérables dans le but d'attirer la sympathie des gens. Ça n'est pas du tout mon objectif ici. C'est vraiment très simplement, alors que je suis dans une position où je n'ai plus besoin d'empathie ou de conseils, comme je vous l'ai dit, je reprends pied. Maintenant, je peux vous partager mon expérience. Et je n'attends donc rien de vous, absolument rien de vous, à part de me pardonner mon retard dans certaines choses que j'avais entamées pour les Montessori 7. Et c'est voilà tout ce que j'attends de vous, enfin, et encore. C'est-à-dire que je vous présente mes excuses pour ces retards, libre à vous ensuite, ou pas, de me pardonner ou de m'en vouloir. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qui m'est arrivé ces derniers mois, je me sentais un peu obligée de vous raconter une expérience un peu similaire que j'ai vécue en prépa. Il y a plus de 15 ans, j'étais en maths spé.
dans une prépa scientifique donc. Et bon, vous vous en doutez, le rythme d'une prépa est très intense. Et pendant les vacances de février, je suis rentrée à la maison avec entre autres un DM à faire pendant les vacances que je devais rendre à la rentrée. Un DM de maths. J'allais bien, je me sentais à peu près en forme, comme on l'est généralement en prépa. Le moral était bon. Et pourtant, pendant les vacances, chaque fois que je m'asseyais à mon bureau et que je m'apprêtais à commencer mon DM, j'éclatais en sanglots. Ça m'est même arrivé à un point où je ne pouvais même pas m'asseoir à mon bureau, j'avais une espèce de réaction viscérale. Je ne pouvais pas m'asseoir à mon bureau devant ce fichu DM de maths. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce que mon corps me faisait. C'était quelque chose de très instinctif, de très physique. Et je ne comprenais pas pourquoi mon corps se refusait à moi, se refusait à m'obéir et à se mettre devant mon DM de maths pour que je fasse mon DM de maths. Je suis rentrée, j'étais en internat, donc je suis rentrée à l'internat. Et est arrivé le jour de la rentrée avec mon premier cours de maths, où j'étais censée rendre mon DM. Je suis donc allée voir mon prof de maths. Quelqu'un d'assez impressionnant, qui avait pour habitude de pas mal faire souffrir ses élèves, de les faire, de se moquer des derniers de la classe, enfin, voilà, quelqu'un qui n'était pas particulièrement empathique, et avec qui je n'entretenais pas des relations particulièrement bonnes. Et je m'attendais à être absolument démontée par mon prof de maths. Donc je me suis avancée vers lui et je lui ai dit très simplement, je suis désolée, j'ai essayé de faire mon DM de maths pendant les vacances. Et je n'ai pas pu, à chaque fois que j'essayais, j'éclatais en sanglots. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis désolée, je n'ai pas pu le faire. Et à ma grande surprise, ma très grande surprise, mon prof de maths m'a dit « D'accord, bon, bah là ça va, vous êtes prête à redémarrer ?» Je lui ai dit oui. Ok, bon bah très bien. Tant pis, laissez tomber pour ce DM, ça n'est pas grave. Et alors là, je suis tombée des nues. C'était la première fois que j'entendais ce prof faire preuve de compréhension ou de sympathie envers un élève. Je n'ai pas compris pourquoi il avait laissé passer ça avec autant de simplicité. Alors que en temps ordinaire, si quelqu'un ne rendait pas son devoir, on faisait des DM de maths toutes les semaines, si quelqu'un ne le rendait pas, il se faisait absolument défoncer. Et plus tard, avec le recul, j'ai compris qu'en fait ce professeur avait déjà vu des cas de burn-out chez d'autres élèves et qu'il avait reconnu un cas de burn-out et qu'il savait que ça ne servait à rien d'exiger de moi ce DM de maths, qu'il savait que le fait de passer ces 2 semaines de vacances en février sans travailler avait probablement été la meilleure cure pour moi, et que l'essentiel était que je semblais en bonne santé, en bonne forme et prête à redémarrer. En fait, j'ai tout simplement compris que j'avais fait un burn-out. À l'époque, on parlait pas de burn-out. On ne disait pas ce genre de choses. Enfin, j'avais compris que j'avais été surmenée, que j'avais eu besoin d'une pause, et que ce professeur l'avait vu, mais que s'il l'avait vu, ça voulait dire que c'était quelque chose qu'il avait déjà rencontré, et déjà rencontré relativement fréquemment, que c'était quelque chose qu'il avait l'habitude de reconnaître. Bon, en soi, ça n'a rien de très surprenant, hein. Je pense que je n'étais pas la seule élève de prépa à faire face au surmenage à un moment donné. Eh bien, ces derniers mois, je me suis retrouvée pendant quelque temps au bord du burn-out. Alors je n'éclatais pas en sanglots en me mettant à mon bureau. Ça non, tout simplement parce que j'adore ce que je fais. Mon travail pour les Montessori 7, tout ce que je fais, les formations que je développe, toutes les choses que je partage avec vous, ce podcast, j'adore mon travail. Vraiment. C'est une passion et je m'épanouis profondément dedans. C'est un travail qui me permet d'aborder toutes sortes de domaines. Récemment, avec une amie, par exemple, nous avons entièrement retravaillé le matériel de conjugaison de la pédagogie Montessori qui ne nous convenait pas.
Pour ça, j'ai contacté un agrégé de grammaire avec qui j'ai des conversations passionnantes sur la grammaire française, la conjugaison, les notions de radicaux et de terminaisons, la façon dont on enseignait la grammaire avec les groupes, enfin, bon, des choses de geek. Honnêtement, je comprendrais très bien que tout ça vous paraisse absolument barbant. Mais moi, ça me passionne. Je me passionne aussi ces derniers temps pour la classification phylogénétique, comment on classe les animaux, la taxinomie, des choses comme ça. Alors, là aussi, ça peut vous paraître barbant, mais je suis une geek dans l'âme, et je trouve ça passionnant de pouvoir passer d'un sujet à l'autre, aller très très loin dans chacun de ces sujets, réfléchir à la façon de le transmettre aux enfants, et réfléchir ensuite à comment transmettre ma façon de transmettre les choses à des adultes. Il y a comme un degré méta, c'est-à-dire que non seulement je réfléchis à la façon de transmettre les choses aux enfants, mais ensuite à la façon de transmettre aux adultes comment le transmettre aux enfants. Je m'éclate. Honnêtement, je m'éclate. Donc je me suis pas mise à pleurer pour travailler. Simplement, je n'arrivais plus à me mettre au travail. Je m'enfermais dans différentes choses qui m'anesthésiaient, en quelque sorte. Il y a eu les séries Netflix, qui m'ont aidé à m'anesthésier. La nourriture aussi, j'ai pris 5 kilos en 2 mois. Les podcasts, bref, toute une série de choses qui endormaient mon cerveau et me permettaient de ne pas culpabiliser de ce que je n'étais pas en train de travailler. Alors pourquoi est-ce que j'en suis arrivée au bord du burn-out ? Il y a plusieurs raisons à tout cela. Le confinement, d'abord et avant tout. Beaucoup de personnes s'imaginent que le confinement n'a rien changé pour nous, parce qu'on faisait déjà l'école à la maison et je travaillais déjà de la maison. La plupart des gens avec qui j'en parle, des amis, des connaissances, s'imaginent que, voilà, pour nous c'était la routine, c'était comme d'habitude. En fait, pas du tout. Dites-vous bien qu'avec le confinement, je n'avais plus d'aide à la maison, plus du tout. Plus de nounou, parce que nous avons une garde à domicile qui vient 10 heures par semaine pour s'occuper des enfants. Plus de femme de ménage, parce que j'ai une femme de ménage qui vient 3 heures par semaine pour faire le ménage de la maison intégralement. Donc c'était 13 heures d'aide que je n'avais plus dans la semaine. J'avais 5 enfants qui ne sortaient plus, ou presque plus, et qui devenaient dingues. Au bout d'1 mois, on avait tous envie de se taper dessus. Pendant tout le temps du confinement, il a fallu sans cesse que je me réadapte à de nouveaux systèmes, de nouveaux emplois du temps, de nouveaux plannings. Parce que mon mari a commencé par continuer à travailler, mais il est militaire et l'armée a considéré que, au début du confinement, il devait continuer à travailler dans son bureau. Puis, il a pu faire du télétravail. Puis, il est retourné au travail, mais avec 2 jours de télétravail par semaine, puis 1 seul jour, puis il est retourné au travail complètement. Donc tout ça en quelques mois, ça veut dire que j'avais à peine le temps de m'adapter à un nouveau rythme, un nouvel emploi du temps, que ça y est, il fallait en changer. Parce que la présence de mon mari à la maison, évidemment, modifiait totalement notre emploi du temps. Et enfin, au tout début du confinement, je crois que le 16 mars, j'ai proposé aux familles qui le souhaitaient de leur partager mes conseils, mes astuces, tout ce qui m'aidait moi-même à travailler à la maison, tout en faisant l'instruction à mes enfants. Et donc j'ai proposé à des personnes de leur envoyer des mails. Il suffisait de s'inscrire sur une liste un peu à part de ma liste globale des Montessori 7. Et je leur écrivais, au départ tous les jours, pour lancer un peu la machine, et puis ensuite de façon un peu plus espacée. Chacun de ces mails me prenait au minimum 1 heure. Pour certains mails, je devais faire des recherches pour les aider à trouver des ressources qui allaient les aider. Certains mails me prenaient 2 heures, au minimum c'était 1 heure. Et donc au début, ça me prenait 1 heure par jour supplémentaire, alors même que j'avais 13 heures d'aide par semaine en moins. Donc le confinement n'a pas été anodin pour nous. Il a été difficile à vivre. Moins difficile que pour d'autres familles, j'en suis bien consciente. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Voilà, mon mari étant militaire, nous ne risquions pas de perte de salaire de son côté, même si du côté des Montessori 7, évidemment, ça a été beaucoup plus difficile. Bon, voilà, notre situation était
était plutôt correct par rapport à la situation de beaucoup d'autres. Mais ça a été difficile à vivre. Par ailleurs, j'ai 2 formations en cours, c'est-à-dire en cours de tournage, en cours d'édition de vidéos, en cours de réalisation. La formation langage 3-6 ans, que je dois finir, et la formation calcul 3-6 ans, que je dois lancer. Alors les vidéos, l'édition de vidéo est déjà commencée, mais elle n'est pas encore lancée. Mais beaucoup de mes stagiaires attendent avec impatience le début de cette formation et m'ont demandé, avant de finir la formation langage, de démarrer la formation calcul, car elles ont besoin du début des 2 formations assez rapidement, alors que la fin des 2 formations est moins urgente. Donc j'ai 2 formations en cours, ce qui est incroyablement chronophage. Maintenant que j'ai l'habitude de tourner des vidéos de formation, une vidéo de 10 minutes me prend 2 heures à tourner et à éditer. Et ça, c'est sans compter la préparation en amont, pour être parfaitement rigoureuse sur la présentation que je vais exécuter. Donc chaque vidéo de 10 minutes me prend plus de 2 heures. Donc une formation qui fait 12 ou 15 heures, les formations langage et calcul sont plutôt autour de 25 heures de formation. Je vous laisse faire le calcul, multipliez ça par 8. On est à plus de 200 heures de travail sur chaque formation, sans compter, comme je vous le disais, la recherche en amont, la mise en ligne des vidéos, car chaque mise en ligne de vidéo prend plusieurs heures. Alors je n'ai pas besoin d'être derrière à surveiller mon ordinateur, mais ça bloque quand même beaucoup de choses. Par ailleurs, j'ai lancé le podcast fin avril. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. Et comme tout ce que je fais, à partir du moment où je prends la décision, je fais les choses rapidement. Donc je l'ai lancé en 10 jours. Ça voulait dire trouver un générique, trouver un thème pour le podcast, définir précisément ce dont j'allais parler, définir un rythme, voilà, tout mettre en place, enregistrer le podcast auprès de tous les diffuseurs, comme Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podcast Addict, enfin j'en oublie, il y en a une dizaine à peu près. Transformer mon site internet pour accueillir aussi le podcast, enfin bref, beaucoup de choses liées au podcast. Chez nous, il y a aussi eu 2 alertes coronavirus, où on a soupçonné que notre petit dernier, Étienne, notre bébé, pouvait avoir le coronavirus. Bon, rétrospectivement, a priori, c'était un rhume. Mais à chaque fois, ça veut dire que malgré le déconfinement, notre nounou ne venait plus, la femme de ménage ne venait plus. Pour éviter la contagion, nous étions encore en quatorzaine, du coup, malgré le déconfinement. Bon, le problème, c'est qu'un nourrisson attrape des rhumes, des rhinopharyngites, et que sans quatorzaine, il est difficile de déterminer s'il s'agit bien d'un rhume ou d'autre chose. Par ailleurs, nous avons un bébé qui a seulement 10 mois à l'heure actuelle, et qui a sorti déjà 10 dents. Il a fait ses dents très tôt, il a commencé à sortir des dents très tôt. Et autant vous dire que les nuits ont été assez éprouvantes. Je vous passe la canicule, qui a aussi rendu les choses éprouvantes. C'était le moment où je commençais à reprendre pied, vous voyez. Et la canicule a beaucoup nui évidemment à notre sommeil, à mon mari et moi, ce qui a retardé le moment où j'ai pu vraiment reprendre pied. Bon. La goutte d'eau, je dirais, qui a fait déborder le vase, c'est qu'il m'a été impossible d'arrêter totalement de travailler pendant mes vacances. J'avais des choses en retard qu'il fallait que je fasse, entre autres pour ce podcast. Comme je vous l'ai dit, la dernière capsule que j'ai enregistrée, je l'ai faite pendant les vacances. Un certain nombre d'autres choses que j'ai dû faire pendant mes vacances, et ça n'a pas permis de me reposer pleinement. J'ai même une journaliste du Figaro qui m'a contactée parce qu'elle voulait faire une interview pour les pages société du Figaro. Et c'est tombé à l'eau parce que je captais trop mal là où j'étais. Enfin, pendant 2 jours, on a eu des échanges, c'était trop compliqué, mais voilà. Pendant 2 jours, pendant mes vacances, j'avais cette pression-là. Et au final, j'ai eu une semaine entière, seule à la maison, enfin avec mon mari, mais qui travaillait à son bureau, hein, donc j'étais la journée seule à la maison, pendant une semaine entière, sans enfant. Et je n'ai rien pu faire. C'est une semaine pendant laquelle j'avais prévu de considérablement avancer sur mes formations, puisque c'était une semaine où je pouvais filmer tranquillement sans être dérangée. Et je n'ai pas pu le faire. Donc tout a pris énormément de retard.
La formation calcul n'est toujours pas lancée alors que je voulais la lancer fin juillet et qu'elle aurait pu être lancée fin juillet et que j'aurais pu considérablement avancer dessus pendant cette semaine sans enfant en août. Alors pourquoi est-ce que malgré tout ça va et que je ne demande pas votre pitié, ni de conseils, ni quoi que ce soit. Ça va. Je vais bien. Pourquoi je ne m'inquiète pas de tout ça non plus? Tout simplement, premièrement parce que la santé, pour moi, n'est pas une valeur prioritaire. Alors je vais peut-être vous choquer en disant ça. Et attention, je ne dis pas que la santé ne devrait pas être une valeur prioritaire pour vous. Je ne vous critique absolument pas si la santé est une valeur prioritaire pour vous. Pour moi, ça ne l'est pas, c'est-à-dire que je place d'autres choses au-dessus de ma santé. Chaque personne a sa hiérarchie de valeurs. C'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup quand on parle de parentalité ou d'IEF. On ne fait pas tous l'IEF pour les mêmes raisons. On n'est pas... Dans ce que nous voulons transmettre à nos enfants, nous n'avons pas la même hiérarchie de valeurs. Il y a des choses qui sont plus importantes pour nous et pas pour d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter, à mon sens. C'est quelque chose de très personnel. Et je vous demande donc, si ça vous choque, de simplement passer au-delà et d'accepter que la santé ne soit pas prioritaire pour moi et que pour autant, je comprends tout à fait si la santé est prioritaire pour vous. Parmi les choses que je place au-dessus de ma santé, il y a entre autres mon épanouissement intellectuel. Alors c'est une forme de santé, c'est une forme de santé mentale, mais je place ma santé physique un peu en dessous. J'ai profondément besoin de travailler. J'ai besoin de sentir que j'ai un impact sur le monde, que mon cerveau est mis à contribution, que j'utilise mon potentiel, les talents que j'ai reçus, l'éducation que j'ai reçue, et que je fais fructifier tout ça. J'ai besoin aussi d'être stimulée intellectuellement. Tout ça, pour moi, est prioritaire. Donc dans ma vie, ces choses-là sont placées très haut. Et ma santé physique est placée un peu en dessous. Alors ça ne veut pas dire pour autant que je la néglige totalement. Simplement, ça veut dire que pour moi, l'un des plus gros inconvénients à être au bord du burn-out ou à avoir une santé physique un peu fléchissante, c'est que ça va nuire à mon travail ou à ma relation avec les membres de ma famille. Donc ça va nuire à deux choses qui sont prioritaires pour moi, qui sont les relations avec ma famille et l'impact que je peux avoir dans le monde. Mais c'est en raison de ces conséquences que je fais attention à ne pas trop négliger ma santé. Voilà. Et la deuxième raison pour laquelle, comme je vous le disais, ça va, que les choses ne sont pas si graves que ça, c'est que j'ai toujours fait attention aux signaux. Par exemple, en janvier-février, j'ai eu des migraines. Alors, je suis migraineuse, c'est quelque chose qui est lié à mon cycle menstruel, aux hormones. Bon, je suis migraineuse depuis toute petite, hein, ce n'est pas quelque chose de récent. Mais je commençais, alors j'ai normalement une migraine à peu près tous les mois ou tous les mois et demi, mais là je commençais à avoir des migraines très répétées. Je crois que j'en ai eu 6 ou 8 en un mois, ce qui était beaucoup trop. Et en janvier-février, je me suis reprise en main, et j'ai créé dans ma vie, dans mon rythme hebdomadaire, des poches de détente. Je me suis mise au yoga, qui m'a fait beaucoup de bien, aussi bien physiquement que mentalement. J'ai recommencé à aller alors c'était tous les mois, mais le confinement est intervenu entre-temps. Je suis retournée me faire des massages par une masseuse qui est incroyable. Et à prendre comme ça 1 heure pour moi, tous les mois ou tous les 2 mois. Et puis, j'ai commencé à prendre pour moi des moments de relaxation ou de méditation, des moments très courts, 3 à 5 minutes, mais qui me faisaient beaucoup de bien. Et donc, je n'ai pas attendu d'avoir des migraines tous les jours, je n'ai pas attendu d'avoir des migraines pendant 4 mois avant de me prendre en main. Et je me suis pas reposée uniquement sur les médicaments que j'ai contre la migraine pour traiter ça, j'ai essayé de traiter la cause. Bon, là, de la même façon, je n'ai pas attendu
d'être au bord du gouffre ou même d'avoir plongé dans le gouffre pour essayer de me reprendre en main, de faire un peu plus attention à moi. De toute façon, voilà, mon corps refusait de me laisser travailler, donc mon corps a pris soin de moi. J'ai donc pu me reposer. J'ai repris soin de moi au niveau du sommeil, au niveau alimentaire, pour être dans une meilleure condition physique. Voilà, tout simplement. Donc, comme je ne suis pas allée au bout de ce burn-out, comme je n'ai pas attendu d'être totalement surmenée, il m'est plus facile aussi de reprendre pied. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à reprendre pied, à retrouver l'envie de retravailler, à retrouver un peu d'énergie mentale pour retravailler au moment de la canicule. Donc, autant vous dire que tout a encore été retardé d'1 ou 2 semaines. Mais ça va mieux. Voilà. Ça va mieux, je suis prête à me relancer. J'ai un regain d'énergie, aussi bien mentale que physique. J'ai redémarré par de petites choses, parce que je sais très bien que je vais replonger immédiatement dans un burn-out si je me mets à trop exiger de moi-même. Donc je redémarre par de petites choses. Nous retrouvons un rythme un peu plus régulier. Bon, j'espère que qu'à partir de la rentrée, je vais avoir un rythme stable, parce que cela fait 6 mois maintenant que j'ai un rythme chaotique, un emploi du temps chaotique, et je vous avoue que j'en ai jusque-là. Vous pouvez pas le voir, mais je mets la main au-dessus du front, j'en ai assez. Donc, si tout ça pouvait s'arrêter, si les changements d'emploi du temps, les changements de rythme, les changements au niveau des activités des enfants, tout ça pouvait s'arrêter, ça serait un soulagement. Mais bon, en attendant, je démarre petit, je reprends de petites habitudes saines pour moi, je reprends des habitudes de travail aussi, et je me relance dans les Montessori 7. Donc j'ai un certain nombre de tâches en retard que je vais exécuter là, en particulier cette semaine, des choses urgentes à régler. Je vais reprendre doucement le podcast. De toute façon, je suis désolée de ne pas vous avoir prévenu de cette pause, mais je ne m'illusionne pas non plus sur l'importance de ce podcast dans vos vies. Je me doute bien que ça n'était pas une urgence vitale pour vous d'avoir un épisode de podcast. Je ne m'imagine pas être plus importante que je ne le suis. Je sais que pour vous, ça n'a eu qu'un impact très, très mineur. Mais je vais reprendre le podcast. En revanche, je vais reprendre le podcast au rythme d'un podcast par semaine. C'est quelque chose que j'avais prévu depuis le lancement du podcast. Je voulais le lancer avec un épisode un peu plus long et 2 capsules par semaine, pour donner de l'élan à ce podcast, pour voir aussi quel format convenait mieux à tout le monde. Alors j'ai eu des échos assez divers. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous apprécient le format court des capsules, parce que ça permet de les écouter comme ça, entre 2 choses, pendant qu'on fait sa vaisselle ou qu'on étend son linge. D'un autre côté, les formats un peu plus longs me permettent d'aborder d'autres sujets un peu plus en profondeur, c'est à quoi je tiens. Parce que si vous cherchez des choses très superficielles sur la parentalité, la pédagogie Montessori ou l'instruction en famille, Internet en regorge. Ça n'est pas ce que j'aime faire, j'aime aller au fond des choses. Et je pense que c'est ce qui manque sur Internet aujourd'hui, donc si je peux apporter ça, ce sera une bonne chose. Donc je vais plutôt garder l'épisode long, sachant que certains épisodes seront relativement courts, une 20aine de minutes. D'autres pourront aller jusqu'à 45 minutes sur des sujets vraiment fondamentaux, comme je l'ai fait par exemple en parlant de l'imagination et de l'imaginaire, et la position de Maria Montessori là-dessus. Ce sont des sujets complexes, des sujets, comme je disais, fondamentaux. Donc là, je prendrai davantage le temps, mais ce seront plutôt des épisodes, sinon entre 20 et 30 minutes. Voilà, globalement, les épisodes seront donc entre 20 et 45 minutes suivant les thèmes. En revanche, je me réserve la possibilité de faire une capsule de temps en temps sur notre groupe Facebook, le Terrier des Montessori 7, peut-être en story sur Instagram, on verra. Là, ce sera au gré de mes envies, de mes idées. Alors, les idées ne manquent pas, enfin, au gré de mon énergie, surtout, de mes envies du moment. Est-ce que j'ai envie de plonger, de sauter dans le groupe Facebook pour 5 minutes de capsule, ou de sauter sur les stories Instagram pour une petite story, on verra. Et je vais aussi surtout continuer le travail sur la formation Calcul 3-6 ans.
qui est ma priorité absolue. Voilà, pour l'instant. Donc je ne vais pas vous faire de promesses, parce que je n'ai pas tenu ma dernière promesse qui était... Alors, seuls mes stagiaires avaient connaissance du futur lancement de cette formation calcul, et je leur avais dit que j'allais normalement la sortir fin juillet. Donc je n'ai pas tenu cet engagement, donc je ne vais pas vous reprendre un engagement auprès de vous. Simplement, la formation calcul 3-6 ans, qui consistera à apprendre aux enfants à compter jusqu'à 9 999, à additionner, à soustraire, à apprendre le système décimal. Cette formation est ma priorité numéro 1. Elle va sortir prochainement. Je suis désolée de ne pas être plus précise, mais je m'en veux tellement de ne pas avoir tenu mon engagement précédent que je m'en voudrais de vous donner de faux espoirs là en vous disant elle sortira dans 3 jours. Bon. Voilà donc pour ce qui va suivre. Je vous présente donc encore une fois mes excuses. J'espère que vous les accepterez. J'espère sincèrement. Et toutes mes excuses en particulier à mes stagiaires qui attendaient cette formation avec impatience. Je n'ai pas voulu vous faire marcher, je n'ai pas voulu... Voilà, j'étais pas moi-même convaincue que j'allais la sortir fin juillet, c'était ce qui était prévu, et ça n'a malheureusement pas été possible, j'en suis désolée, je n'ai pas réussi à le faire. Pendant mon absence du podcast, j'ai remarqué que les avis, pourtant, ont continué à arriver. Nous en sommes à 56 avis sur Apple Podcast, 66 personnes qui ont noté le podcast, et le podcast a 5 étoiles. Alors je vous en suis profondément, mais profondément reconnaissante. Ces avis sont un profond moteur pour moi, pour me motiver, pour me redonner de l'énergie. C'est entre autres grâce à tout ça que, grâce à ces avis, à ces mails, des mails adorables que j'ai reçus aussi dernièrement, que je retrouve l'énergie de retravailler. Parce que le mental joue un grand rôle dans tout ça. Donc merci infiniment. Et le concours que j'ai lancé au lancement de ce podcast est toujours d'actualité. Même s'il y a une pause dans le podcast, le concours n'est pas en pause. Comme je vous le disais dans les autres podcasts, si vous laissez un avis sur Apple Podcast ou sur iTunes, eh bien, si vous êtes dans les 100 premiers avis, vous aurez une chance de remporter 2 jeux de société que nous aimons beaucoup à la maison. Le jeu Mystique sur les saints de la légende dorée et le jeu Dynastie pour travailler l'histoire de France, qui sont 2 jeux de société des éditions La Caverne. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est un podcast un peu à part, c'est le 50e épisode de ce podcast. J'aurais aimé que le thème de notre 50e épisode soit un peu plus léger, mais bon, écoutez, on va faire avec. Et j'espère que le 100e sera beaucoup plus léger et qu'on le fêtera dignement, croyez-moi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai hâte de m'y remettre encore davantage. Et merci encore à vous toutes, vous tous, pour votre soutien. La communauté des Souricettes, des Montessoricettes est vraiment une communauté extraordinaire. Merci à tous, bonne journée, votre petite Sourisette, Anne-Laure.